Bienvenue à cette grande entrevue du Living Lab Charlevoix. Aujourd'hui, on reçoit Dr. Joanne Liu et on fait quelque chose de spécial. On a des invités spéciaux qui vont interviewer Dr. Joanne Liu aujourd'hui, qui sont en stage, dans notre stage de leadership et d'innovation dans le Living Lab Charlevoix. Et une des intervieweuses est Fanny Trempe, Dr. Fanny Trempe, qui est une R5 en médecine interne. Bonjour Fanny. Allô, et on a Dr. Marianne Boivin-Moreau qui est R4 en santé publique et qui est en stage aussi de gestion en santé publique, mais qui fait également le stage ici sous supervision du docteur Jacques Girard, adjoint au directeur de la santé publique au CIUS-Capitale-Nationale et aussi sous la direction du docteur André Dontigny. Alors, je vais vous laisser le soin de présenter docteur Joanne Liu, Fanny et Marianne. Mais avant, je vais poser une question à Joanne. Joanne, toi, là, c'est qui ton idole? C'était qui ton idole dans la vie? Mettons, là, je sais pas si tu te souviens dans la MHL, on demandait, je sais pas s'ils faisaient ça dans le temps, mettez une photo de la personne, de votre leader préféré. Puis là, il y a des gens qui mettaient des photos et beaucoup de personnes mettaient des photos de toi, en fait, dans notre cohorte. À côté de Barack Obama, à côté de son épouse, à côté de vraiment beaucoup de personnes. Et toi, c'est qui ton idole, Joanne? Mon idole, je pense que pour moi, il y a des personnes qui m'ont inspirée quand j'étais jeune puis qui continuent de m'inspirer. Puis dans les deux tops, là, sur qui j'ai trippé quasiment toute une partie de mon adolescence puis mon temps de jeune adulte, c'était Nelson Mandela puis Gandhi. Comment tu te sentirais d'interviewer Nelson Mandela, par exemple? Ben, il est mort, malheureusement, mais moi, ce que je trouve, pour avoir travaillé dans beaucoup de conflits dans ma vie, ce que je trouve important, autant comme pour Gandhi, c'est des gens qui ont créé les changements sans créer la guerre. Et c'est quand même quelque chose qui est pas évident, notamment dans des endroits où il y a déjà quand même un fond de tension très importante. Et ça pourrait être très facile de se tourner vers une surenchère de tension plutôt qu'une détention. Donc, c'est des leaders qui auraient vraiment une grande pertinence aujourd'hui. Et si tu avais l'opportunité de les interviewer aujourd'hui, on dit que tu peux interviewer ton idole, j'imagine que tu serais honorée, peut-être même un peu anxieuse. Ben, je serais sûrement honorée, anxieuse, je ne sais pas. Mais je trouve ça quand même intéressant de voir que des gens qui ont créé du changement de façon par des processus pacifiques, qui ça leur a coûté de leur propre personne et qu'ils ont persisté dans cette voie-là. Et il y a très peu de gens qui sont prêts à faire ça. Et donc, c'est pour ça, pour moi, que ça demeure toujours de très grande inspiration. Et merci, Joanne. Et pour te dire ça, c'est que les deux personnes qui vont t'interviewer, ben toi, tu es leur idole. Donc, ils nous ont parlé de toi, même avant qu'ils connaissent le stage. On pense qu'ils ont fait ce stage-là juste parce qu'il y avait peut-être des chances de te rencontrer en personne, on ne sait pas. Et donc, c'est un immense honneur pour elle de t'interviewer, c'est ce que je sais. Et je ne sais pas comment elle se sent, mais donc, je cède la parole aujourd'hui, l'entrevue entière à Fanny Trempe et Marianne Boisvert. Bonne chance et bonne entrevue. Merci beaucoup, Richard. C'est vrai, en fait, Dr. Liu, là, pour la petite histoire, en tout cas pour ma part, j'ai eu vent que vous étiez dans la région de Charlevoix il y a quelques années, puis qu'il y avait peut-être un stage qui pouvait être fait pour vous rencontrer. Fait que c'est ça qui avait motivé là, mon inscription au stage du Living Lab.
merci beaucoup là, de prendre le temps de nous rencontrer, moi et Marianne. Fait que comme Richard disait, moi, je suis R5 en médecine interne. Je fais aussi de la recherche là, sur la prise en charge de l'obésité dans un contexte de santé internationale. Donc, j'ai beaucoup d'intérêt là, pour les gens qui travaillent, qui font de l'humanitaire, qui travaillent à l'international. Je pense que Marianne aussi a de l'intérêt. Puis en fait, on voulait vous entendre là, commencer d'abord sur un peu votre parcours. On sait que vous êtes la présidente sortante de Médecins sans frontières jusqu'en 2019. Vous travaillez, je pense, comme pédiatre à l'hôpital Sainte-Justine aujourd'hui. Mais nous, on est résidente, fait qu'on s'intéresse aussi beaucoup à votre début de parcours, comment c'était quand vous étiez résidente. Donc, juste vous entendre un peu sur votre parcours, puis qu'est-ce qui vous a amené dans une position de leadership, à vouloir travailler à l'international, puis à vouloir un peu, c'est ça, là, se trouver en position de leadership. Ben, au niveau de mon parcours, hein, c'est quand même relativement simple. Hein. J'ai une personne qui est allée en médecine parce que je voulais faire de l'humanitaire pendant ma crise d'adolescence et ma quête du sens de la vie. J'avais lu plusieurs livres, dont un livre qui était sur un médecin qui travaille avec Médecins sans frontières dans les conflits. Et ça, j'avais trouvé ça comme super inspirant puis intéressant, en sachant qu'à ce moment-là, j'avais pas encore mis mon cœur sur une profession médicale, mais je m'étais dit, ça a l'air méga cool. Puis le fait que j'avais lu dans mes lectures imposées La peste de Camus, et pour lequel ça demeure un livre qui reste avec moi et que je relis régulièrement et que j'ai relu 2 fois pendant la COVID-19. Parce que je trouve que tout y est. Si j'avais voulu écrire un livre, j'aurais voulu écrire La peste, en fait, de Camus. Parce que je trouve que ça raconte l'homme. Ça raconte l'homme dans l'adversité, puis ça raconte l'homme devant l'incertitude. Et c'est un petit peu qu'est-ce que la COVID-19 nous a apporté. Donc, tout ça pour dire que dans ce fameux livre-là aussi, il y avait cette phrase-là qui est restée avec moi, puis qui demeure toujours aujourd'hui une phrase qui est importante. Quand le protagoniste, Dr. Rieu, se fait demander, mais pourquoi vous continuez? Honnêtement, tous vos patients meurent. Ça se passe pas vraiment bien, là. Et puis en plus, il dit, vous croyez même pas en Dieu. Et puis le médecin répond, je ne me suis jamais habitué à la mort. Je n'en sais pas plus. Puis je me rappelle de m'être dit à ce moment-là, jamais, au grand jamais, je vais banaliser la mort. Et moi, je vais faire une job qui va se battre pour la vie, qui va préserver la vie. C'est comme ça que j'ai choisi, après ça, après un séjour en Afrique, avec Carrefour Canadien International, j'ai choisi d'aller en médecine. Plus c'est que là, toutes les choses ont convergé. Puis moi, j'ai décidé aussi de faire le pari que en fait, j'étais pour avoir un boulot qui était exportable et qui me permettait de travailler à l'étranger, qui apporterait une valeur ajoutée. Et pour ce qui est du leadership, ben, c'est comme pas vraiment partie, je veux dire, du grand plan là, comme tel. Moi, je voulais aller travailler à l'étranger. Puis de fil en aiguille, à un moment donné aussi, tu te rends compte que si tu veux vraiment changer les choses au-delà d'un patient, mais d'une population, ben il faut prendre des rôles de responsabilité. Et c'est comme ça que les choses se sont tranquillement tracées, mais faisait pas partie du grand plan. C'est intéressant. Donc, vous dites que, dans le fond, les premiers pas vers le leadership, c'était pas nécessairement planifié en tant que tel, c'est plus comme un concours de circonstances, ou comment vous l'expliquez, tu sais, les premières étapes qui ont vraiment mené à une carrière plus de leadership? Ben, c'est parce que après, en fait, moi, mon histoire, c'est quand même relativement intéressant, c'est que, tu sais, moi, à partir de l'âge de 14-15 ans, je disais que je pensais de faire Médecins sans frontières. Puis à 17 ans, j'ai dit, moi, je vais être Médecin sans frontières plus tard, comme dans les petites annonces de Médecins sans frontières. Et puis là, il faut se rendre compte que j'ai réalisé ce rêve-là 17 ans plus tard. Donc, il n'y a rien de pire hein, que d'avoir en soi ce rêve-là, puis de le réaliser 17 ans plus tard. Je pense que la seule chose qui peut t'arriver, c'est d'à peu près d'être déçu. Et donc, c'est exactement ce qui s'est passé. Je suis partie en mission. Ma première mission était dans un camp de réfugiés maliens en Mauritanie, suite à la tombée de Moussa Traoré en 1995. Et je me retrouvais comme seule médecin dans ce camp de 40 000 personnes-là.
Et moi, je m'imaginais d'être à la ligne de front, en train de faire de la médecine de guerre, puis je me retrouvais dans un camp de réfugiés de 40 000 personnes où je faisais de la bobologie en grande partie, beaucoup d'accouchements, par exemple, mais rien là qui ressemblait à la ligne de front. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que la personne en charge du Haut-Commissariat pour réfugiés a décidé de déplacer la population plus près de la frontière à la fin de son mandat pour avoir quelque chose probablement à écrire dans son rapport de fin de mission. Puis j'ai dit, mais non, mais tu peux pas faire ça. C'est la saison des pluies, les gens vont mourir, ou les gens vont être plus malades. Il faut attendre qu'il y ait des bâches de plastique, il faut s'organiser. Et il l'a fait. Il a déménagé, il a mis les gens dans des camions, puis il les a déménagés. Les gens ont été littéralement 2 semaines debout sous la pluie à attendre des bâches de plastique. J'étais verte. Et donc, j'ai appelé Médecins sans frontières. Puis dans ce temps-là, il faut se rappeler, là, les années 90, on n'avait pas de téléphone satellite. On n'avait que le téléx. J'ai envoyé des téléx avec la HF, donc la radio à haute fréquence. Personne n'a répondu. J'ai finalement donné ma démission. J'ai dit, c'est pas vrai que moi, je vais m'inscrire dans un processus qui augmente la souffrance sur les populations. Mais j'ai dit, vu que je suis une emmerdeuse responsable, j'ai dit, je vais attendre mon remplacement. Donc, j'ai attendu mon remplacement, puis je suis partie. Quand je suis rentrée à Paris, on m'a dit non, mais pour qui tu te prends? Ben, j'ai dit, je me prends pour personne. Et puis là, je me suis fait mettre sur la liste de médecins qui ne doivent plus repartir. Je suis rentrée chez moi. Et puis, les gens ont envoyé des gens en Mauritanie, puis ont dit, hey, vous l'avez pas écouté, la petite Canadienne, la chinoise? Elle avait raison. Ça s'est très mal passé. Elle a fait des rapports, il y a eu une augmentation des mortalités, augmentation des morbidités, puis on aurait dû shamer le Haut-Commissaire pour réfugiés. Fait qu'ils m'ont rappelé quelques semaines après pour me dire qu'on me donnait une deuxième chance. Et puis, je suis partie en mission au Sri Lanka, sa ligne de front. Puis après ça, je n'ai pas qu'arrêté de partir. Mais à Médecins sans frontières, il faut se rendre compte que des enfants terribles comme moi, quelque part, quand on finit par passer à travers certaines choses, on est spoté. Puis assez rapidement, j'ai été spotée. Puis les gens m'ont dit, après ma 4e mission, m'ont dit OK, si toi, tu veux devenir en charge de programme ici, nous, on est prêt à te faire un parcours particulier pour s'assurer que tu vas avoir de l'exposition pour après ça être en charge, ce qu'on appelle Program Manager, puis d'avoir un portfolio de pays. Et donc, après ça, j'étais sur ce qu'on appelle l'équipe de crise, l'équipe d'urgence. Et en gros, tu fais partie de l'équipe que, aussitôt qu'il y a une grosse crise, tu es envoyé sur du cours en 1 à 3 mois. C'est toi qui fais l'évaluation, puis c'est toi qui fais le start-up dans une grosse crise. Puis c'est ça. Puis après ça, j'étais en charge des programmes de 99 à 2002. Puis, quand de votre épisode en Mauritanie, votre première mission, vous aviez quel âge à peu près? Vous veniez de commencer, si je comprends bien. Oui, j'ai une trentaine, là. Je venais juste de graduer. Okay. Puis, comment vous vous sentiez de défier? Ça devait être vous défier l'autorité un peu, vous étiez là à crier sa place publique, que ça se faisait pas. Puis, est-ce que vous vous rappelez un peu des émotions que vous aviez à ce moment-là? Puis aussi de mettre en jeu votre carrière à un certain point, là, parce que c'est dès la première mission, vous étiez un peu à contre-courant. Après ça, c'est une question c'est vraiment une question de principe et de valeur. Donc moi, je m'étais dit, c'était pas vrai que j'étais pour piler sur des principes d'humanité, des principes humanitaires pour le rapport d'un gars du commissaire quand il y avait des milliers, là, on parle de milliers de personnes qui étaient pour souffrir. Non. Mais je sais que plein de gens ne l'auraient pas fait, mais moi, je m'étais dit, c'était pas possible, en fait. C'était honnêtement pas possible. Tout mon ADN était contre ça. C'est vraiment intéressant parce que ça nous mène un peu au sujet qu'on voulait aborder aussi aujourd'hui en lien avec l'humilité. Parce que, tu sais, vous dites qu'ils vous ont confronté, vous prenez pour qui? Tu sais, ces personnes, c'est simplement mes valeurs, mes principes, etc. Puis, une des questions qu'on se demandait, parce que Fanny et moi, on parlait de vous, puis on disait que ce qui vous caractérise énormément, c'est l'humilité. Quand on parle avec vous, c'est facile, on ne sent pas qu'on est devant quelqu'un là, qui souhaite s'imposer. Donc, une des questions qu'on se demandait, c'est comment
selon vous, on peut être une personne ambitieuse, une personne qui veut devenir une personne d'influence, qui veut suivre un chemin ambitieux sans perdre son humilité ou tomber dans l'ego? Est-ce qu'il y a des trucs concrets? Est-ce que c'est une façon de faire qui vous est propre par vos valeurs? Bref, vos réflexions par rapport à ça. Ben, je dirais que je pense qu'il faut être clair que it's not about us, c'est pas à propos de soi, mais c'est à propos d'une cause qu'on porte. Puis quand on est capable de bien établir ça, puis de bien suivre ça, tu sais, moi, j'ai aucun problème, je veux dire, d'aller sur la place publique, puis tu sais, dans mes premières missions même, là, d'aller rencontrer les chefs de, je sais pas moi, du programme d'aide alimentaire, puis de dire, ben écoute, c'est n'importe quoi, là, tes rations de bouffe, là. Je veux dire, tu sais, il faut se rendre compte quand on est dans un camp de réfugiés, hein, les gens, qu'est-ce qu'ils ont, hein? C'est tant de grammes de riz avec 1 litre d'huile, un peu de sel, puis c'est à peu près ça. Donc, aller se battre pour dire que ça n'a pas de bon sens, ce qu'on donne à des gens, c'est quand même facile. C'est pas, mais il y a des gens pour une quelconque raison après ça voient cette espèce d'amplification là, de besoin, de voix. Tu deviens la voix d'amplification pour des besoins, mais ils se l'approprient puis ils se la collent à eux-mêmes. Puis par rapport à leur puis après ça ils se la collent pour en faire du capital personnel. Moi, ça n'a jamais été ça. Ça a toujours été me battre pour que les gens soient traités, accès aux soins, puis accès aux soins de façon large. Hein. Donc, ça parle des soins médicaux, mais des soins de la personne, des soins de la dignité de la personne. Ça a toujours été dans ce sens large-là. Donc moi, c'est comme ça que je vois ça. C'est toujours le patient que j'ai dans mon horizon. C'est l'objectif premier. Et je crois que c'est facile je sais pas pourquoi, mais il y a des gens quelque part dans le processus s'enflent la tête, puis beaucoup de leur actions passent aussi par le capital personnel qui se bâtissent. Et puis ça, faut faire bien attention à ça. Tu veux y aller, Marianne? Ou... Ah non, vas-y, Fanny, c'est bon. OK. Mais je voulais rebondir là-dessus un peu parce que je trouve que c'est difficile des fois quand on est en début de carrière de nous-mêmes faire la différence entre ce qui est notre propre ambition. Tu sais, on veut changer les choses. Il y a des causes qui nous ont touchés à travers notre parcours, qu'on soit en médecine, qu'on travaille dans n'importe quel aspect là, des soins. Puis il y a des choses pour lesquelles on veut se battre. Puis des fois, on a l'impression que les gens qui sont capables de changer les choses, c'est des gens qui sont en position de pouvoir, en position de leadership. Puis je trouve que c'est dur des fois de savoir comment devenir un bon leader, justement, sans vouloir se capitaliser, puis sans mélanger l'ambition puis la volonté de changer les choses, notre ambition personnelle, puis cette volonté-là d'être là pour le patient. Fait que je trouve ça bien que le conseil que vous avez, en tout cas, moi, ce que je comprends, c'est qu'on a une cause, on a un patient, puis c'est ça qui est au premier plan, puis il faut que ce soit juste ça qui existe finalement, tu sais, pour arriver à ses objectifs. C'est intéressant, puis tu sais, je me demandais, tous les grands leaders auxquels on a discuté en stage, c'est des leaders qui souvent se distinguent par leur humilité puis par leur écoute. Puis est-ce que vous pensez que c'est ça qui a fait qu'à travers votre parcours à Médecins sans frontières, ils vous ont choisi puis ils vous ont offert comme un parcours un peu plus de leadership, ils vous ont mis dans une position de leadership? Pensez-vous, ou c'est plus votre franc-parler? Quelles sont les qualités, dans le fond, qui ont fait que vous avez été un peu recruté puis ciblé comme une personne qui avait un gros potentiel de leadership? Ouais, c'est difficile à dire, il faudra peut-être leur demander, mais je pense que quand les gens me décrivent, en tout cas, les mots qui reviennent, c'est souvent mon intégrité que les gens remettent en avant, puis mes compétences. Et c'est ça, c'est être focusé sur l'objectif de base. Puis de pas se... Tu sais, c'est comme... C'est juste, par exemple, petit exemple, c'est comme moi, j'étais présidente internationale à Médecins sans frontières, puis pendant ce temps-là, tu te fais inviter dans des endroits somptueux,
où tu vas faire des prises de parole et après notamment tu peux te faire inviter dans une espèce de get together. Tu sais, moi je suis allée, je sais pas moi, je suis allée à Davos ou je suis allée à la conférence de sécurité de Munich où je suis allée aux Nations Unies. Moi, mon équipe, j'avais été très, très claire. On va aller aux événements sociaux parce qu'on a des objectifs de rencontres informelles sur certaines personnes à qui on doit leur faire un elevator pitch. On a 3, 4 personnes, 5 personnes, on fait la liste. Et moi, c'était simple. Je ne restais jamais pour aucun événement social. J'allais voir mes 5 personnes que j'avais à voir, je faisais mon elevator pitch, je m'assurais qu'il y avait un follow-up, puis après ça, je rentrais chez moi. Je rentrais je faisais pas des selfies avec Kofi Annan, je faisais pas des selfies avec le directeur général de l'OMS, je rentrais chez moi. Je trouvais que c'était d'une indécence consommée, sachant que moi, j'allais me battre pour que quelqu'un ait un sac de riz de plus ou que quelqu'un puisse avoir accès à une chirurgie dans des endroits les plus improbables de la planète, d'aller prendre des petits fours à Davos, honnêtement, non. Ça ne rentrait pas, en tout cas, moi, dans ma grille d'activité. Donc, les gens m'ont trouvé très austère. Hein? Les gens de ma gang me trouvaient bien austère. Pensez-vous que il y en a de trop, ça, du genre de PR à travers, tu sais, dans l'aide humanitaire ou dans ce domaine-là? Ben, il y en a, mais moi, je pense qu'il faut se garder une certaine décence. C'est juste ça. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut pas... c'est sûr qu'il faut créer les occasions pour pouvoir créer les échanges, ça, c'est clair. Mais après ça, moi, en tout cas, je ne suis pas confortable, sachant que mes équipes au Yémen passent 30 checkpoints par jour pour se rendre à l'hôpital. Puis on sait qu'à chaque checkpoint, on met notre vie en danger. Puis d'aller me pavaner à manger des petits fours avec un cocktail, honnêtement, je trouve que ça marche pas. C'est intéressant. En fait, c'est intéressant parce que en discutant avec Fanny, hier, on se disait il y a l'humilité personnelle, hein, dont vous faites part, mais il y a aussi l'humanité, puis aussi l'humilité autour du travail international en règle générale. Puis on se questionnait un peu sur l'apport un peu de colonialisme, le colonialisme humanitaire, tout le schème de colonialisme puis d'enjeux éthiques qui entourent le travail humanitaire. Puis je pense que ça fait partie des réflexions que tout médecin ou intervenant qui veut faire de l'international a. Puis on voulait voir un peu avec vous, c'est quoi vos critiques sur la façon de faire le travail humanitaire? C'est quoi, comment on pourrait faire mieux? Comment la pandémie aussi a pu changer les façons de faire? Ben, je crois que ça a quand même pas mal évolué, hein. Je veux dire, d'une part, je veux dire, toute la sphère du travail humanitaire, c'est quelque chose qui est quand même, tu sais, c'est quand même un héritage, un héritage post-deuxième guerre. Et donc, quand j'ai pour la petite histoire en Médecins sans frontières, ça a commencé en 1971 avec la crise du Biafra, où les gens sont rentrés puis ont dit, mais il faut dire aux gens que oui, il y a une famine, mais que cette famine-là, elle est complètement fabriquée, elle est politique. Et le fait d'aller faire de l'aide et de pas être capable de témoigner oralement de ce qui se passe, pour les gens qui rentraient avec la Croix-Rouge, je disais, il faut se trouver un autre véhicule. C'est comme ça que Médecins sans frontières a été créé. Et c'est aussi une des raisons pourquoi Médecins sans frontières a été créé avec 12 personnes, dont la moitié c'était des journalistes, l'autre moitié c'était des médecins. Donc, il y a eu et à ce moment-là, on était encore dans le schéma des années 70 de l'Ouest versus le reste, en gros. Et il y avait tout ce processus-là, en tout cas, qui était en place. Et je ne crois pas aussi qu'on apprenait, puis il y a eu comme une espèce d'année, qu'il y a des gens qui appellent ça l'âge d'or de l'humanitaire à quelque part, où on avait l'impression que on pouvait aller partout, on menait pas tant notre vie à risque, on était de façon générale très bien accueillis, et
chose aujourd'hui on est complètement dans un autre schéma par rapport à ça. Premièrement, c'est difficile de se déployer aujourd'hui. Deuxièmement, l'immunité dont on a pu profiter dans les années 70-80, c'est complètement érodé dans les années 90, où on s'est fait kidnapper comme c'est pas possible et on continue à se faire kidnapper en tant que travailleur humanitaire. Donc, il faut se poser des questions de notre manière de faire, l'acceptabilité de ce qu'on fait. Et puis aussi le fait qu'on se rend compte aujourd'hui que on a peut-être fait des choses qui étaient correctes, puis certaines fois c'était très bien, puis d'autres fois moins bien, et qu'on se rend compte aussi que l'idée que cheminer et qui heureusement a cheminé, c'est de demander aux bénéficiaires qu'est-ce qu'ils veulent. Et on se rend compte que la plupart du temps, quand on leur demande ce qu'ils veulent, c'est pas nécessairement en alignement avec ce qu'on a préparé pour eux. Donc aujourd'hui, ça fait vraiment partie de la démarche. Ça fait partie aussi de la démarche de vraiment on re-questionne aussi toute la schématisation de l'aide humanitaire à quelque part parce que les moyens sont plus grands aussi dans les pays où est-ce qu'on va de façon générale. Tu sais, par exemple, si on va là en Ukraine, si on prend l'exemple d'Ukraine, c'est intéressant. Hein? On arrive à des endroits, des hôpitaux qui vont être équipés, des gens qui sont formés, un système que probablement on comprendra pas, mais qui marche et qui marche très bien. Là, c'est sûr qui est mis sous tension extrême, mais on n'est pas dans un endroit où il n'y a pas d'infrastructure. Il y a une infrastructure. Cette infrastructure-là aujourd'hui est sous attaque. Mais il y a une infrastructure. Donc, la position qu'on doit avoir, c'est d'être en soutien par rapport à cette structure-là et de pouvoir la remettre autant possible soit-il, que ça peut être possible, la rendre fonctionnelle, dépendamment en tout cas du niveau de sécurité ou pas. Donc voilà, on est complètement dans un. Est-ce que puis aussi l'aide humanitaire a été extrêmement critiquée parce que les gens disent ça ne règle pas le problème, c'est un band-aid. Et donc c'est pour ça qu'il y a eu toute la mouvance du nexus de développement avec l'humanitaire, pour lequel moi j'ai certains bémols parce que ce que ça le fait, ce nexus-là, de mettre de mettre l'humanitaire sur le même spectrum que le développement, c'est que souvent les gens disent on fera pas cette réponse-là parce que ça ne règle pas le problème de base, ça développe pas. Mais non, mais en entendant, c'est que la personne qui a besoin d'une amputation n'a pas son amputation, puis la femme qui a besoin d'accoucher, elle peut pas accoucher de façon sécuritaire. Donc, pour moi, c'est plutôt ces deux tracks qui sont parallèles, qui doivent se acter. L'humanitaire devrait être là pour la phase d'urgence et après ça, devrait être il devrait avoir une reprise des activités par les gens qui sont dans le développement. Le souci par rapport à ça, c'est que dans certains pays, on ne sort jamais de la phase d'urgence. Alors, on fait comment quand l'urgence est devenue la nouvelle norme? Et c'est là que les choses s'entrechoquent puis qu'on a de la difficulté. Puis pensez-vous que de toujours répondre en situation d'urgence, ça fait pas une espèce de dépendance de certains pays à justement pas aller de l'avant dans le développement, que les gouvernements vont moins investir dans le développement de leur système de santé parce que en situation d'urgence, il y a un apport externe d'NGO occidentale, de MSF. Si on prend la crise d'Ebola, par exemple, je pense, de ce que moi j'avais compris d'un point de vue très extérieur, c'est que si MSF avait pas été là, durant la première crise, pas celle au Congo nécessairement, mais c'est qu'il n'y aurait pas eu de possibilité de soutenir ces systèmes de santé-là qui étaient existants, mais qui n'étaient pas capables qui n'étaient pas assez solides pour réagir en situation de crise, de ce que je comprends. Est-ce que ça met pas les pays dans une espèce de position de dépendance quand il y a des niveaux d'urgence envers les organisations comme MSF? Moi, tu sais, c'est comme si chez vous, là, tu avais le feu puis ça rasait ta maison, puis les gens disaient non, mais on ne donnera pas de toit, puis on ne donnera pas à manger puis de vêtements, là, puis il fait -20 dehors, là, parce qu'on veut que tu te développes. On veut que tu développes ta résilience.
Tu vas dire, ben, on crie, je suis dehors, là, il fait frais, il fait -20, puis je suis en jaquette. Mais tu sais, c'est un peu ça l'idée. Fait que moi, je pense c'est que quand tu es dans une grosse situation d'urgence comme ça, puis que tu es buck naked, puis que tu n'as pas rien, ben oui, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour répondre à tes, que ça soit de l'intérieur ou de l'extérieur, mais il faut que tes besoins vitaux soient répondus. Les besoins vitaux, c'est simple, hein? C'est de la nourriture, c'est de l'accès aux soins, c'est un toit, c'est de l'eau, c'est de la chaleur, c'est à peu près ça. En tout cas, dans l'immédiat, là, on parle de quelques jours. Là. Et ça doit être répondu. Et souvent, quand tu as une crise énorme, puis que ton système est saturé, une aide externe peut aider. Donc, après ça, est-ce que tu crées la dépendance? Je pense qu'on les voit, hein, les modèles de dépendance ou des pays sous perfusion d'aide. Puis il y a plein de bonnes et mauvaises raisons pour ça, mais Haïti, tu sais, tout le monde l'appelle la capitale des ONG. Donc, mais je crois qu'il y a quand même des moments, et on l'a vu ici avec les feux dans l'Ouest canadien, on l'a vu quand c'était la crise du verglas il y a plusieurs années, c'est qu'il y a des besoins vitaux qui doivent être répondus. Puis c'est pas vrai que tu crées de la dépendance quand tu réponds à des besoins vitaux. C'est moi, je pense que où est-ce que le bas blesse, c'est qu'on n'est pas capable de bien gérer la transition de une fois la crise aiguë dans le post-aigu. Comment à ce moment-là on met les choses. Et de façon générale, et là-dessus, les ONG comme MSF, comme la Croix-Rouge, comme plein d'autres ONG, on a notre part de responsabilité parce que c'est nous, en réalité, qui devrait aussi faciliter la transition. C'est extrêmement difficile de faciliter une transition quand tu as l'impression d'être le bon Dieu à tous les jours. Tout le monde aime ça, être le super-héros. Super intéressant, merci. On avait pensé aussi vous poser quelques questions en lien avec la gestion de la pandémie, puis faire justement un lien avec les gestions de pandémie auxquelles vous avez été confrontés à l'international, puis voir un peu à quel point c'est différent au Québec ou si ça l'est en fait. On se questionnait justement à savoir, parce que vous aviez parlé au dernier grand entretien, comme quoi le travail international, ce qui est intéressant pour vous, c'était de mettre à l'épreuve toute l'innovation, la créativité dans des contextes où tout est chamboulé, où on ne peut pas se référer à nos premiers réflexes qu'on aurait en temps normal. Puis, on aurait aimé vous entendre à savoir, est-ce que vous avez l'impression qu'on a fait preuve de créativité ou d'innovation dans la manière dont on a géré la pandémie au Québec, plus localement? Je sais qu'il y a le docteur Dontini qui est là pour lui. Moi, je trouve que de façon générale, je vous parlerai pas du Québec, mais je vais parler des pays à haut revenu. Ce que je trouve assez extraordinaire de façon générale, c'est comment, à l'échelle macro, on a regardé les choses. Et ce que je trouve intéressant de façon générale, c'est que les pays à haut revenu ne sont pas habitués de travailler avec de l'incertitude, ne sont pas habitués de travailler avec des données probantes émergentes. Donc ça veut dire des choses que tu peux pas dire à 100% que c'est ça. Là. On est dans la donnée émergente. Pourquoi? Parce qu'on a un virus émergent. Et donc, du coup, c'est devenu un petit peu le cache-sexe à un moment donné de pas avoir de pas prendre de décision X parce qu'on n'avait pas l'évidence probante. Et c'est la question que j'ai posée régulièrement à l'OMS, notamment à Mike Ryan, le directeur des opérations, mais à Tedros aussi. Puis j'ai dit, comment on fait quand on a un virus émergent, qu'on n'a que seulement des données émergentes et non probantes encore, pour pouvoir changer les guidelines par rapport à différentes mesures de santé publique. Et je dis, il va falloir accepter que une part de risque, une part
d'embrasser des solutions imparfaites pour un temps X et de cette approche-là d'être comment dire d'être capable de l'expliquer. Et on l'a toujours dit, hein, c'était les leçons de base qui ont été retirées de l'Ebola, du Marburg, du choléra. C'est que l'élément premier qui fait que tu as un succès dans ta réponse, c'est la confiance, the trust. Donc, la confiance envers tes autorités, la confiance entre les individus. Puis là, en début janvier, il y a encore une nouvelle étude qui est sortie dans le Lancet qui ont regardé 177 pays. Puis dans les 177 pays, il y avait 4 trucs qui ressortaient. Il y avait ils se sont rendus compte que l'index du poids, l'index de masse corporelle jouait. Donc, les pays qui avaient un IMC moyen de plus de 25 performaient moins bien. C'est probablement un reflet par rapport aux maladies chroniques. La deuxième chose, c'est que les outils qu'on avait pour prédire le niveau de préparation et de qualité de réponse à une pandémie. Donc, c'était toutes les évaluations qu'on a fait à travers les règlements internationaux sanitaires. On s'est rendu compte que les gens qui avaient scoré très, très haut, les pays qui avaient scoré très, très haut, n'étaient pas garants d'être ceux qui avaient bien répondu. Notamment, il y avait l'Angleterre, notamment, il y avait les États-Unis, et que la variable la plus importante était la confiance envers les autorités et la confiance entre les individus. Pourquoi? Parce que quand tu as la confiance, c'est que ça veut dire que tu as bien managé deux choses. Tu as bien managé, tu as fait une bonne gestion de ta communication des risques. Donc, tu dis aux gens, voici ce que je sais, voici ce que je sais pas, voici ce que je voudrais savoir pour pouvoir aller plus loin. Puis tu l'as expliqué, au lieu d'avoir fait un top-down, tu l'as expliqué, puis tu as fait les gens propriétaires, tu leur as permis de s'approprier ton raisonnement et de s'approprier pourquoi on faisait des choses de telle et telle façon, en disant toujours, c'est ce qu'on sait aujourd'hui et possiblement demain, ça pourrait changer. Et l'autre chose, c'était aussi d'engager ta population. Parce qu'on l'a toujours dit dans toutes les épidémies, c'est avoir ta population partie prenante, partie de la solution pour accélérer ta réponse à ton épidémie ou ta pandémie. Et moi, je trouve que de façon générale, sur la communication des risques, je trouve qu'on n'a pas été bon dans bien des pays. Tu sais, moi, je ne peux pas croire, tu sais, que je crois que les gens auraient été capables de comprendre qu'au début, on gérait autant une pénurie de ressources qu'une pandémie. On aurait pu l'expliquer. On aurait pu dire, c'est pour ça qu'on priorise des groupes qui vont avoir accès à telle protection, à tel truc, et on va protéger le reste de la population d'une autre manière. Je crois qu'on a fait des raccourcis c'est drôle, là, je divague, là, mais c'est parce que je suis une grande fan de René Lévesque et j'ai regardé le documentaire sur René Lévesque, pourquoi qu'on se souvient de lui. Et les gens disaient, pourquoi qu'on se souvient de lui, même si t'es pas séparatiste, moi je ne suis pas séparatiste, par exemple, c'était le fait que René Lévesque faisait appel à notre intelligence. Et il était capable d'expliquer des choses difficiles. Peut-être qu'elle était peut-être trop difficile, sa question de sa souveraineté associative, là, mais bon. Mais il demeure qu'il faisait appel à l'intelligence. Et c'est incroyable, si vous n'avez pas regardé ce documentaire-là, c'était écouter, là, vraiment. Parce que c'est vrai. Et les gens se rappellent de ça. Il expliquait des concepts difficiles de façon simple. Puis si un jour vous n'avez rien à faire, là, on va avoir plein d'affaires à faire, là, parce que là, on est déconfinés. Mais moi, pendant que j'avais rien à faire, j'ai réécouté Point de mire de René Lévesque. Que du bonheur. Que du bonheur. Puis côté engagement de la population, trouvez-vous qu'au Québec, on a assez engagé la population à travers la pandémie? Puis on aurait pu faire autrement? Moi, je pense qu'on aurait pu l'engager plus, je veux dire. Puis c'est important, tu sais, je veux dire, dans le sens que et puis les gens demandaient que ça quelque part, tu sais, les groupes communautaires. Je trouve que Will Prosper, dans le nord de Montréal, a fait des choses qui étaient intéressantes au début. Tu sais, on savait que c'était difficile d'engager
cette partie de population-là. On savait que c'était des gens qui étaient extrêmement hypothéqués pour ça. Tu sais, je veux dire, c'est quand même la partie où tu as quand même une population, une grande diaspora haïtienne en partie. On savait qu'ils étaient beaucoup, faisaient partie du corps professionnel de nos préposés. Et donc, qui était ou, par exemple, faire l'isolement quand tu vis dans un 1,5 à 5 ou à 6, ça devient assez difficile. Donc, il y avait des enjeux qui étaient complètement différents. Je pense avoir des groupes qu'on aurait solidifiés, qu'on les aurait encouragés, parce qu'il n'y a rien de pire pour une population. Là, j'ai tellement vu dans plein d'épidémies que d'être restez chez vous, puis on va vous donner des instructions. Là. Écoute, là, les gens, là, leur niveau d'anxiété là, monte, là, mais tu leur dis, non, c'est ça qu'on a. C'est juste là, on sait que les masques faits maison, c'est pas la panacée. Mais au début, ça aurait été ça. Tu aurais dit aux gens, là, hey, faites-vous des masques, là. Puis en attendant qu'on ait les autres affaires, là, si ça diminue de 5 là, ou 10 là, ben ça sera ça. Moi, je disais toujours, c'est juste 10 là. Moi, j'ai 10 lits de soins intensifs chez nous. Si vous êtes la 11e personne, là, c'est que ça veut dire que vous allez avoir un lit de soins intensifs. Aussi bête que ça. Mais c'est important que les gens fassent partie de la solution. Être passif dans une crise n'est pas possible. Et là, on le voit, par exemple, par rapport à l'Ukraine. Vous avez vu le nombre de gens qui veulent partir en Ukraine. Vous avez vu notre collègue, Dr. Auger, qui c'est de la merde. Si moi, je prends mon sac à dos puis je pars, parce que on est comme ça. C'est l'humain devant l'incertitude, devant la menace, être inactif et contre nature. Donc, on aurait pu, mais on était tellement probablement overwhelmed, là, tellement que c'était difficile d'orchestrer ça. Mais c'est juste que pour moi, je pense que ça fait partie, l'engagement communautaire fait partie d'une réflexion importante qu'on doit avoir. Et je suis sûre que Dr. Dupuis qui est là, puis Dr. Dontigny, puis Dr. Girard auraient des choses à partager par rapport à ça, parce que c'est sûr que, en tout cas pour moi, il y a des choses à faire. Les gens n'attendaient que ça à quelque part, mais c'est pas vrai. Moi, je l'ai vu partout. Les miracles d'une épidémie se font toujours quand la population s'est appropriée l'épidémie, puis ils font partie de la solution. C'est vraiment intéressant parce que j'essaie de faire un lien avec le concept un peu d'infodémie. Je me dis, est-ce que c'est parce que les gens voulaient s'impliquer, justement, voulaient s'engager, qui partageaient de l'information en importance de cette façon-là? Est-ce que c'était une façon pour eux, finalement, de s'engager dans cette pandémie-là? Est-ce que c'est un phénomène, c'est l'infodémie? Est-ce que c'est un phénomène que vous aviez remarqué dans d'autres pandémies ou c'est comme un peu un phénomène nouveau? Oh, c'est pas nouveau. Je veux dire, nous autres, à l'Ebola, il y en avait, mais il y en avait, c'était effrayant, là. Tu sais, je veux dire, c'est quand même pas rien, là. Nous autres, faut que vous compreniez, là, qu'à l'Ebola, nous, le personnel, on se faisait lancer des roches à tous les jours. Nos véhicules étaient attaqués. Ça n'a pas été, l'Afrique de l'Ouest n'a pas été, a été éprouvante. Puis on était beaucoup stigmatisés, isolés, puis on pouvait pas retourner dans la communauté. Notre personnel ne pouvait pas aller revivre, par exemple, dans leur maison. Donc, il a fallu qu'ils se louent des endroits pour aller rester. Mais en République démocratique du Congo, en 2018-2019, nos centres d'Ebola ont été brûlés. Puis les gens disaient que il faut comprendre, hein, et c'est pour ça que on peut pas faire l'économie d'une bonne communication, malheureusement. Ne peut pas faire ça. Parce que l'état des lieux par rapport à l'Ebola, c'était que 50 à 60% des gens meurent. Donc, 50 à 60% des gens qui rentraient dans nos centres en sortaient pas vivants. Donc, il faut comprendre pourquoi les gens ont commencé à s'inventer des histoires de on est des prédateurs de dons d'organes, on fait des empoisonnements, c'est à quelque part normal. Donc c'était pour ça aussi que l'engagement communautaire, d'avoir les leaders communautaires avec nous, de leur faire visiter les centres. Nous, on a eu un endroit, je sais pas, j'ai déjà raconté cette anecdote-là, un endroit en Guinée où on a eu, ça c'était avant les traitements, avant les vaccins, on a eu 30%
de létalité au lieu du 50 à 60%. Et quand on est arrivé dans ce village-là, les gens ils ont dit, de façon générale, on faisait toujours notre centre d'Ebola à l'extérieur du village. Les personnes âgées sont venues nous voir, ils ont dit, pas question, vous ne ferez pas votre centre d'Ebola à l'extérieur, on ne pourra pas vous checker. Fait que là, j'ai dit, OK, on ne peut pas nous checker. Vous voulez vous faire face où? C'est la place publique. J'ai dit, là, les gros baobabs, vous allez faire ça là. OK. On a fait notre centre là. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que c'était sous tente et puis tout le monde passait tout le temps. Puis quand tu as l'Ebola, tu sais, t'es malade, à un moment donné, tu peux être très, très, très malade, mais tu as quand même avant d'être très malade, tu peux être assez correct. Et donc, qu'est-ce qu'on avait créé? C'est qu'on avait créé des espèces de balcons que les gens pouvaient sortir dehors. Et là, tu as les gens du village qui passaient, parce que c'était dans le milieu du village, et ils passaient à côté puis ils disaient, allô, ça va, ça va? Oui, oui, ça va. Hey, continue à boire. Hey, ça va, t'es rendu à quel jour? Et donc, on s'est rendu compte que le soutien de la communauté envers nos patients faisait partie du traitement et que le fait que les gens passaient puis disaient, envoie, bois un autre verre, vas-y, continue, on est avec toi. Puis les gens repassaient. Puis ça le fait partie du processus de guérison à quelque part. Et c'est l'endroit où c'est vrai que c'est un petit échantillon, là, mais parce que c'est un petit centre, il y a une trentaine de lits. Mais juste pour vous dire que après ça, partout dans nos centres, on a reconfiguré, quand on parle d'innovation, on a reconfiguré nos centres d'Ebola, où il y avait les gens pouvaient voir qu'est-ce qui se passait. Il n'y avait plus de murs autour de nos centres d'Ebola qui étaient opaques. Il y avait une certaine, on voulait garder naturellement l'intimité pour nos patients, mais les gens pouvaient voir qu'est-ce qui se passait. Parce que déjà là, on était habillés comme des cosmonautes, il fallait être derrière des murs opaques. Donc, les gens voyaient qu'est-ce qui se passait, voyaient les gens qu'ils aimaient, qui étaient assis, qui attendaient, pouvaient venir les voir parce que vu que c'était par transmission par liquide biologique. Donc, ils pouvaient les rencontrer, puis il y avait 2 mètres d'espace, puis ils pouvaient se parler. Et le fait de se voir, tout ça, cet encouragement-là. Donc, on a complètement recréé l'espace dans lequel on traitait les patients d'Ebola. C'est super émouvant, je trouve, quand même, là, comme histoire. Puis, est-ce que c'est sûr que de gérer une pandémie au Québec ou dans les pays à haut revenu, comme vous dites, c'est pas aussi, ça a une autre difficulté qui est différent. Mettons qu'on a d'autres vagues qui s'en viennent, puis qu'il faut continuer à gérer d'autres virus qui sont émergents parce que c'est pas la fin des pandémies, c'est certain, là, dans le monde qu'on connaît, puis que moi puis Marianne, on va connaître comme résidente aussi. Est-ce que de placer l'humain, le contact, au centre de notre gestion de crise, vous pensez que c'est quelque chose qu'il faut qu'on mette au premier plan dans notre future gestion de pandémie, si on s'inspire un peu de ce que vous avez vécu avec Ebola? Ben moi, je pense que j'en ai parlé dans plusieurs de mes présentations que j'ai données, c'est que je pense que ce qu'on a fait par rapport à la protection bouclier sur les populations vulnérables, les sous-groupes vulnérables, c'est on a très mal acté ce qu'on appelle le principe de réciprocité. C'est que si tu protèges une population vulnérable, puis tu fais ce qu'on appelle un isolement inversé, donc au lieu d'isoler la personne infectée, tu isoles la personne vulnérable, c'est que derrière cette protection bouclier-là, il faut que tu t'assures que cette personne-là ait accès aux soins, à de la nourriture, à de l'eau, à de la dignité, mais à de la stimulation cognitive, sociale. Et moi, je crois que ça va falloir... je ne peux pas croire qu'encore à la 5e vague, nos aînés souffrent encore, les personnes âgées, nos parents âgés souffrent encore d'isolement à l'échelle qu'ils vivent aujourd'hui. Et puis, ils seront probablement pas là pour nous en parler parce que beaucoup en sont décédés ou beaucoup ont perdu, parce que les études sortent présentement, ont perdu beaucoup d'acquis cognitifs et d'acquis physiques. Parce qu'ils sont moins mobiles, parce qu'ils vont plus faire les courses au coin de la rue. Donc, va falloir régler ce problème-là. Mais moi, j'ai trouvé ça quand même encore choquant de se dire que je ne me rappelle plus c'est quoi le nom là, du CHSLD encore, que les gens étaient pas bien soignés, qui étaient dans des couches souillées, qui mangeaient pas.
tu te dis, voyons, il semble qu'à la 5e vague, tu sais, je veux dire, moi, la première vague, j'excuse beaucoup de choses. J'excuse beaucoup de choses parce que je pense que je pense qu'on n'avait pas réalisé jusqu'à quel point on avait un talon d'Achille comme on avait, un tendon d'Achille, et que on n'était pas préparé à répondre à une crise comme ça. Puis, tu sais, il y a plein de choses qu'on peut dire. Hein, tu sais, je veux dire, on a voulu faire marcher notre bureaucratie en mode urgence, mais on s'est rendu compte que faire bouger une grosse bureaucratie, c'est quand même pas facile. On n'a pas créé les autoroutes décisionnelles rapides, et que ça s'est fait par la suite. Mais bref, c'est que et que aussi on a utilisé ce que j'appelle des indicateurs tardifs par rapport à, et c'est ce que tous les pays riches ont fait. Ils ont utilisé l'hospitalisation puis les décès comme les grands indicateurs, parce qu'on a toujours été en retard par rapport au dépistage, parce qu'on n'a pas fait l'approche de COVID-0, parce que on a décidé de faire une autre approche. Bref, mais tout ça pour dire que il y a plein de choses qui s'expliquent en première vague. Mais moi, si je me dis qu'après la 5e vague, il y a certaines choses que je me dis que là, ça devrait être de l'acquis, et notamment sur les effets indirects de la protection des groupes vulnérables doit être adressé. Là. Je veux dire, et garder de l'humanité dans ce qu'on fait, c'est important. Puis, tu sais, ce truc-là, de pas avoir, tu sais, je me rappelle parce que nous à Sainte-Justine, j'avais fait partie des discussions de pas avoir le mari lors de l'accouchement, puis que nous on s'est retrouvés à Sainte-Justine avec un paquet d'accouchements parce que c'était un des rares endroits qui permettait l'accompagnant pour venir accoucher. Donc il y a un moment donné, tu sais, je veux dire, il y a des choses qu'il va falloir reviser comme il faut, puis de se dire comment on optimise ça. Moi, je peux comprendre que dans un premier temps, on bloque certaines choses parce qu'on dit, il faut s'organiser. Là. Puis là, faut mettre des trucs. Mais une fois qu'on est organisé, il faut être capable de permettre l'accompagnement. Et moi, je vous dis ça parce que j'ai pris des risques incroyables à l'Ebola où j'ai habillé des gens en PPE pour venir visiter leur famille. Parce que je leur ai dit, les gens nous l'ont dit quand ils ne nous pardonnaient pas, hein, que leurs proches mouraient tout seuls. Et ils en ont voulu énormément. Et donc, tout ce qu'on a fait pour rectifier ça a été énorme et a été difficile aussi à acter, honnêtement. Mais on le fait. Donc, je me dis, si on est capable de faire ça avec une maladie qui tue à 50 à 60%, je ne peux pas croire qu'on ne peut pas faire ça avec la COVID-19. Tout simplement. C'est sûr que c'est de l'organisation, c'est sûr que c'est du temps, mais tu sais, je veux dire, moi, là, pour avoir vécu les pires crises du monde, là, il y a 3 moments importants dans la vie de l'homme, hein, c'est sa naissance, son décès, et pour certains, leur mariage. Après ça, là, il n'y a rien d'autre. Fait que tu peux pas manquer ton coup. Et pour beaucoup, beaucoup de gens, la mort est plus importante que la naissance. Parce que si ta mort est pas valorisée, ça veut dire que tu as vécu pour rien dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de cultures. C'est important de valoriser et de permettre les rites autour de la mort. Parce que sinon, c'est comme si tu permettais, c'est comme si tu n'avais pas bouclé la boucle, c'est comme si on avait des fantômes autour de nous en permanence. Il faut boucler la boucle par rapport par une perte humaine. Et chaque culture a sa façon de faire, puis on est multiculturel au Québec. Puis, tu sais, de voir ça, je me permets une question, Marianne, plus comme d'un point de vue clinique, mais tu sais, je pense que les gens qui travaillent sur le terrain, les travailleurs en CHSLD, par exemple, tu sais, c'est eux qui peuvent envoyer des red flags sur
le perte d'humanité dans les décisions qu'on prend au niveau de la santé publique, tu sais, parce qu'ils voient sur le terrain quand on déshumanise la mort, quand on est rendu là. Comment est-ce qu'on peut être un bon activiste quand on est sur le terrain puis qu'on n'est pas nécessairement dans un processus très partie prenante dans le processus décisionnel? Moi, comme médecin, quand je vois des patients complètement détériorés, très, très âgés, qui ont souffert beaucoup, beaucoup de l'isolement, comment on peut bien témoigner de ça au niveau de l'instance de santé publique? Comment on peut être un bon advocate pour ces patients d'un point de vue clinique, vous pensez? Il y a l'advocacy, mais après ça, c'est là que je trouve qu'on aurait pu laisser jusqu'à un certain point. Puis moi, je veux dire de permettre une certaine latitude au centre, puis de permettre les communautés. Donc, parce que tu sais, les familles, les aides-soignants, les proches aidants, là, voilà le terme que je cherchais, auraient voulu possiblement s'impliquer puis en faire plus. Surtout que de toute façon, personne ne pouvait rien faire à un moment donné. Fait que les gens se seraient mis la tête là-dedans, là, puis il aurait pu il aurait pu avoir une certaine latitude de donner. Donc voilà. Parce que c'est pas juste, mais tu sais, moi, je suis étonnée encore que les gens n'ont pas désobéi plus que ça. Moi, j'aurais fait de la désobéissance, je pense, par rapport à ça. Mais donc, ça c'est pas avéré pendant la première vague que j'ai perdu des proches, c'est dans les autres vagues. Mais donc voilà. Puis à ce moment-là, les choses c'était relativement, je veux dire, humanisées. Donc voilà. Mais c'est important, mais je veux dire, je pense que dans tout ce qu'on fait, c'est comme l'autre fois, la raison qui nous permet de faire des choses horribles à d'autres humains, c'est quand on les déshumanise. Ce qui nous permet aussi d'être capable de regarder froidement des choses. Notamment, tu sais, je veux dire, régulièrement, on parle en chiffres. On dit pas des personnes qui sont décédées, mais on dit des décès. Donc déjà là, on a déshumanisé cette partie-là. Donc c'est des petites choses, hein, mais je trouve que ça démontre quand même une certaine démarche. Super intéressant. Puis, tu sais, on pense à toutes les personnes qui sont décédées seules pendant la COVID, les personnes qui n'ont pas pu avoir de funérailles, etc. Fait que je trouve ça super émouvant, là, de quoi vous nous parlez en ce moment. Je vois le temps qui file, puis je sais que Dr. Fried va vouloir élargir les possibilités de questions au reste du groupe. Fait que je pense qu'on pourrait peut-être poser une dernière question. En fait, on s'était questionné un peu aussi sur les circonstances qui avaient mené à votre retour au Québec, voir un peu c'était quoi vos perspectives pour les prochaines années, les défis qui vous attendent. Voilà. Ce serait peut-être le mot de la fin de notre côté. Ben, je dirais que mon retour est un petit peu sur des chapeaux de roue, là, parce que en fait, j'avais planifié que 2020, après 6 ans d'une vie incroyable, vraiment, c'était tellement un privilège que ce que j'ai vécu à quelque part. Mais tu sais, c'est comme j'avais vécu 10 vies en 6 ans. Mais je m'étais dit, je vais me reposer, puis je vais me retrouver avec mon chum, puis je vais écrire un livre, puis je vais voyager, puis je vais prendre des cours de cuisine. C'est à peu près c'était le plan que je m'étais fait. J'ai naturellement fait rien de ça. J'ai pas écrit de livre, j'ai pas fait de cours de cuisine, j'ai pas voyagé. Mais je vous dirais la bonne chose dans tout ça, le silver lining, comme disent les gens, c'est que je me suis retrouvée avec mon chum. Hey, 365 jours par année, toutes les soupers ensemble. Hey, on n'avait pas fait ça faisait 15 ans. Bref, mais donc voilà, fait que c'était un petit peu se réinventer. C'est important que je puisse participer à la réponse. C'est pour ça que j'ai décidé d'emblée de retourner à Sainte-Justine, travailler, faire des chiffres à l'urgence, puis d'être capable de pouvoir contribuer à la réponse à différents niveaux. Il y a des endroits où j'ai été plus successful qu'ailleurs. Et puis après ça, c'était après ça, c'est de voir un peu les choses venir. Là, présentement, je suis à l'Université McGill, à l'École de santé publique.
sais pas encore combien de temps je vais être là ça dépend. Mais c'est sûr, tu sais, que je me rends compte que moi, je suis une personne qui est opérationnelle et que va falloir que j'ai un petit peu plus d'opérationnalité dans ma vie. Vous voulez dire quoi par opérationnalité? Être sur le terrain? Ou? Ouais, moi, il faut que je peux pas regarder là, des sites Internet puis regarder des chiffres tout le temps dans ma vie. Là. Ça me tue. La main à la pâte. Moi, il faut que je fasse partie de la solution. Il faut que je sois capable de. Tu sais, là, de pas être en Ukraine, ça me tue. Oui, je comprends. Merci beaucoup pour votre entrevue au nom de moi qui Marianne. Ça nous a beaucoup touché de vous entendre sur votre parcours, vos réflexions. Je pense qu'on va laisser la parole à Richard qui va continuer. Je ne sais pas s'il y avait des questions des gens qui sont dans l'assistance, là, mais merci en tout cas. Oui, merci beaucoup. Vraiment apprécié. Super intéressant. Bien, bravo Marianne et Fanny, c'était vraiment fabuleux, fantastique. Vous avez mené ça vraiment de façon excessivement harmonieuse. C'était comme un genre de tango, là. C'était vraiment magnifique de vous entendre. Et je voudrais savoir, Joanne, comment tu as trouvé l'entrevue? Comment tu as trouvé leurs questions d'abord? Parce que ça fait partie de leur stage. Comment interviewer leur idole, finalement, Dr. Joanne Liu. Non, mais c'est très bien. C'est très bien. Y a-t-il des affaires y a-t-il des questions que tu aurais aimé qu'on te pose? Parce que, justement, il y a plusieurs personnes qui sont à l'écran avec nous qui auront cette chance. Quel sujet dont tu brûles de parler? On a parlé de l'Ukraine, justement, en fin d'entrevue. On n'a pas trop embarqué là-dedans. J'imagine que ça doit te travailler énormément, t'as ouvert la porte un peu. Est-ce qu'il y a des sujets dont tu aimerais parler? Est-ce que tu veux qu'on te questionne sur quelque chose? Est-ce que moi, je peux te questionner sans arrêt. T'as pas de fond à tout. On se connaît depuis longtemps, mais j'en apprends chaque jour. J'en ai encore appris aujourd'hui, Joanne. Mais est-ce que dis-nous ça. Non, il n'y a pas de. Pour moi, je pense que il y a un gros focus sur le leadership à quelque part. Puis moi, je pense que tout le monde est leader, qu'apporte à son niveau quand ils sont à la bonne place. C'est pas le titre qui compte, mais c'est d'être au bon endroit au bon moment. Puis ça peut être leader dans un centre communautaire ou ça peut être leader dans ta famille. Il y a pas de hiérarchie au leadership. Le leadership, c'est quand une personne se retrouve à un endroit où ses compétences sont mis au service de certaines choses, d'une certaine cause, et qui ça tombe dans son champ d'expertise. Et puis il y en a, t'as pas besoin de faire partie d'une grande organisation pour être leader comme tel, puis faire une différence. Loin de là, en fait. C'est exactement ce que nous a dit Henry Mintzberg la semaine passée lorsqu'on pose la question c'est quoi un grand leader. Puis d'ailleurs, il voulait même pas que le mot leadership soit dans son programme International Masters for Health Leadership. Il trouvait que c'était ça sonnait faux. Puis il dit exactement comme toi, c'est pas toi qui te nomme leader, c'est les gens qui te nomment leader. On pourrait. Alors là, on a une question du docteur André Dontigny, directeur de la santé publique Capitale-Nationale, et qui était, on a appris en début d'entrevue, juste avant qu'on entre vraiment l'enregistrement, qu'il était dans la toute première cohorte du programme justement de Henry Mintzberg, le International Masters for Health Leadership à l'Université McGill. André, bonjour. Tu me diras, Rick, si c'est approprié à ce moment-ci, là, mais je sais que j'aurais voulu justement poser une question à oui, vas-y, on t'écoute, André. Au fait, un des sentiments que j'ai eus dans les 2 dernières années, puis
c'est le fait que je dirais les pays industrialisés ou les pays dits développés manquent un peu d'humilité. Puis j'avais le sentiment de faire partie un peu de ça lors des premières semaines de réponse à la pandémie où j'avais le sentiment, wow, au Québec, on a une loi de santé publique fantastique, ça va bien aller. Puis, il me semble que ça n'a pas très bien été, là. Puis, comme tu l'as soulevé, il y a toutes les choses qui font partie d'une urgence dès le début où on n'a pas l'historique, puis on doit au mieux essayer de fonctionner dans le contexte de crise. Mais ma question va un peu plus loin, c'est que présentement, justement, on a un contexte, on a eu des échanges entre les directeurs de santé publique. On a commencé quelques échanges sur guerre et santé publique. On voit ce qui se passe là, du côté de l'Ukraine. Tu as soulevé le fait que un de tes premiers gestes ou une des premières, ton premier élan serait d'y aller. Mais quelle sorte d'apprentissage devrait-on tirer justement en toute humilité dans ce contexte-là pour pouvoir faire en sorte que des endroits comme ici, outre le fait de, par exemple, accueillir correctement l'immigration ou comment on devrait, d'un point de vue de santé ou de santé publique, être attentif à ce qui se passe tout en étant à distance, puis en allant tirer les meilleurs enseignements possibles. Puis je fais exprès de te poser la question compte tenu justement d'expérience que tu as si bien décrit. Et je me permets un dernier petit mot. Gros merci à Fanny et Marianne. La qualité des questions, moi, j'ai trouvé ça franchement extraordinaire. Mais je m'arrête en espérant que ma question soit relativement claire. Non, j'ai besoin de c'était par rapport à quoi? Par rapport à l'Ukraine ou par rapport en général? Tu as évoqué le fait qu'on doit se préparer mieux pour une 6e vague, si je peux l'exprimer ici, parce qu'on a retiré tous les enseignements. Il y a d'autres événements de crise qui sont en cours. On le voit ici avec un contexte de presque guerre qui nous ramène dans des logiques de voilà plusieurs décennies, qui donne l'impression que planétairement, il y a des choses qu'on n'a pas encore appris dans notre façon de transiger entre ces acteurs politiques de très haut niveau, là. Mais présentement, si on a au Québec, voire même à Charlevoix, se dire avec tout ce qui se passe présentement, voici ce sur quoi il faudrait être très attentif pour pouvoir agir avec toute la résilience, agir avec toute la bienveillance, apprendre de ces événements-là, de ces crises d'une manière correcte, dont une crise de nature, de la nature de laquelle on vit présentement. À quoi il faudrait être extrêmement attentif? C'est quoi les choses auxquelles, tout en étant à distance, on doit se dire, faisons attention à ces aspects-là, ça peut être gagnant pour la population de Charlevoix, sur la façon dont les leaders, où qu'ils soient, mettent en application une approche correcte dans le milieu. À quoi il faut être attentif? Oui, c'est une grosse question. Moi, je pense que par rapport, en tout cas, si on parle de la COVID, là, c'est de pas, c'est par rapport à la surveillance, c'est sûrement ça. Puis docteur Dupuis pourra en dire beaucoup plus que pour moi sur ce sujet-là. Mais c'est juste que la difficulté qu'on voit dans ces fins de parcours-là d'épidémie, c'est toujours la même chose. C'est que les gens veulent déclarer victoire avant le temps. Ça s'est vu partout. Et tout le monde veut passer à autre chose et ça crée ce que j'appelle toujours la course à l'amnésie collective. Et pour moi, en tout cas, si j'étais en charge de choses, c'est que je déclarerais tout de suite des axes prioritaires de réflexion pour en sortir les leçons apprises. Parce que probablement qu'on peut faire quelque chose. Moi, j'imagine que si on allait avoir une 6e vague, elle va aller à l'automne, là, avec si on garde ça, là. Et donc, on aurait le temps déjà de sortir des tendances préliminaires pour pouvoir être mieux préparé sur certains aspects. C'est parce que ce qui va se passer, et probablement ça ne fera pas une différence pour la 6e vague si on en a une, mais c'est juste que je sais par expérience que une fois que c'est terminé, en général, l'appétit pour pouvoir faire des états des réflexions d'état de lieu est à peu près à -40.
les gens ne veulent plus le faire. Puis ce qu'on a appris d'épidémie régionale à épidémie régionale, puis j'en parlais avec Mike Ryan, qui est le directeur des urgences à l'OMS, il dit, ben, on reprend où est-ce qu'on l'a laissé la dernière fois. Il n'y a rien qui se passe entre les deux expériences. Fait que, vu qu'on est comme dans un creux, puis qu'il y a quand même encore un certain minimum d'intérêt, et je sais que personne ne veut de commission indépendante, c'est qu'au moins qu'il y ait des axes creusés de se dire, il faut faire un état des lieux pour s'assurer comment la prochaine fois on va faire mieux. Donc pour moi c'est ça. Puis c'est le gros truc, pour moi c'est la surveillance. Puis je sais pas jusqu'à quel point on est capable de garder une surveillance. Je sais pas aussi jusqu'à quel point les gens ont envie de se faire tester. Parce que partout ailleurs dans le monde, qu'est-ce qu'on se rend compte, c'est que les gens veulent plus se faire tester, à moins qu'ils soient obligés par à cause d'un voyage. Mais on a beaucoup. Je parlais là, justement à mes collègues en Angleterre aujourd'hui. Là, c'est comme free for all. Là. Il n'y a rien qui se fait. Puis en Suisse aussi, j'ai eu une conversation, c'est la même chose. Donc, pour moi, en tout cas, je mettrais tout de suite parce que probablement que si à la fin 2022, on dit on est vraiment dans une phase de sortie de crise, on est dans une phase de stabilisation, il n'y aura plus aucune réflexion qui va voir ça faire. Par expérience, les gens ne font plus. On va passer à autre chose. Puis déjà là, de toute façon, avec l'Ukraine, qu'est-ce qui se passe? Parce que moi, je sais, l'international, il y a eu hier le replenishment d'argent pour CEPI, the Coalition for Epidemic Preparedness Innovation. Puis sur les plus de 3,5 milliards qu'ils voulaient faire comme levée de fonds, ils ont eu 1,5 milliard. Et parce que l'argent est complètement déjà dérouté vers la crise de l'Ukraine. Et on peut pas créer de l'argent quand il y en a pas. Donc c'est pour ça que je dirais que moi, en gros, c'est la surveillance par rapport à pour qu'on soit pas trop en retard. Puis l'autre chose, c'est d'établir 2-3 axes qu'on veut creuser plus, parce qu'il y a encore un certain intérêt pour faire de la recherche un état de lieu. Je suis pas sûre que j'ai super bien répondu, mais c'est voilà. Merci, André. Joanne, en fait, ce que Marianne et Fanny, je vous propose, c'est qu'il reste environ 10 minutes. Puis il y a comme toujours, si vous vous souvenez, une petite affaire de la fin, un petit moment, vous pouvez le faire comme vous voulez. Mais il reste qu'on n'aura pas beaucoup de questions on n'aura pas beaucoup de temps pour des questions, pour beaucoup de questions. Et là, je vous place devant la situation. Comment vous proposez de gérer votre temps? Fait que là, vous avez un auditoire qui a soif de questions, qui sont là, qui veulent... et vous voulez leur donner le plus d'opportunités possible, mais en même temps, il n'y a pas beaucoup de temps. Alors, c'est quoi une stratégie qu'on peut utiliser? Ben, moi, je vois que Nicolas avait levé sa main avant qu'on dise qu'on ne prend plus de questions. Fait que je donnerais l'opportunité quand même de poser sa question en disant que c'est peut-être la dernière. Puis si on a du temps pour un mot de la fin, là, Marianne et moi, on le fera sans problème. Exactement. Est-ce qu'il y a d'autres façons de solliciter les gens rapidement avec des réponses de Joanne? Je ne sais pas si vous avez vu d'autres. Peut-être que Jenny peut donner... Le rapid fire. Le rapid fire. Fait que tu peux faire un petit tour de table, tu peux voir, une question-réponse ou une réaction, puis une petite réaction rapide d'une phrase de Joanne. Mais comme vous voulez. Mais là, on va aller évidemment à la question de Nicolas. Nicolas, tu es sur ton bureau. Je me déplace. Oui, c'est pour ça que je vais fermer ma caméra. On n'a jamais le temps de bouger. Donc, merci pour l'entrevue. La tradition orale, ma mère a été en Afrique plusieurs fois, puis c'est vraiment important. Puis j'apprécie entendre ça. Ça fait du bien de revenir à la tradition orale. Une question un peu en faire le pouce sur ce qu'André a dit. Quand on est une doer, puis qu'on est bien positionné politiquement, puis là qu'on voit des améliorations qui font partie du gros bon sens là, du GBS, comment on fait pour remonter ces idées-là dans le réseau sans que ça soit un affront à la compétence des gens qui sont au niveau des comités de direction, qu'on réussisse vraiment à passer le message pour qu'il se passe quelque chose. Puis la COVID, ça a été beaucoup de ça. J'aimerais vous entendre là-dessus. Ouais, je pense que je suis pas tellement bonne là, parce que j'ai pas réussi, en tout cas dans mon cas, d'une part. Mais
Moi, ce que je trouve difficile, c'est que, et je suis assez d'accord pour les dirigeants qui ont dit qu'il y avait beaucoup de gérants d'estrade, c'est qu'il y a eu une espèce de fascination et d'élévation par rapport à des médecins qui sont devenus des experts, puis des experts dans tout par rapport aux pandémies. Moi, en tout cas, j'étais très, très claire que je parlais que de choses internationales sur des aspects très, très limités, où j'avais la compétence, la légitimité d'en parler. Ça ne voulait pas dire que j'avais pas d'opinion sur les couvre-feux puis sur autre chose. Mais je pense que c'est ça qui a fait qu'il rajoute à la confusion générale par rapport à. Donc moi, c'est ce que mon seul conseil par rapport à ça, c'est de s'assurer que les gens qui font des prises de parole sont vraiment dans leur champ d'expertise et quand tu émets une opinion, tu devrais le verbaliser pour dire c'est pas mon champ d'expertise, donc je ne crois pas que je vais me prononcer là-dessus. Mais très peu de gens ont fait ça. Très, très peu de gens ont fait ça, malheureusement. Donc, moi, je pense qu'il y a un certain ménage par rapport à ça. Puis après ça, c'est une question de... moi, j'ai essayé les canaux officiels puis les canaux moins officiels pour faire passer des messages. Puis j'essaie aussi de faire passer plus par, tu sais, internationalement, c'est ça ce qui se passe, c'est ça les bonnes pratiques. Il y a certaines choses qui ont été prises, certaines choses qui n'ont pas été prises. Mais c'est extrêmement difficile. Et je vous dirais que le phénomène, et ça se voit partout dans toutes les crises, c'est que les gens pensent que quand ils ont travaillé très, très fort, 24/7, qui n'ont pas dormi, qu'on ne peut pas les critiquer. Et c'est extrêmement difficile. Moi, je viens d'une école, Médecins sans frontières, qu'on se fait critiquer tout le temps. Fait que, on est tellement habitué à ça, là. Mais c'est pas parce qu'on travaille fort, c'est pas parce qu'on avait des bonnes intentions qu'on n'a pas fait d'erreur. Et il y a énormément de défensifs par rapport à ça. Moi, je sais que j'ai fait partie du panel indépendant, j'ai interviewé tous les gens de l'OMS, puis de voir comment ils ont fait de la rétention d'informations, comment au début ils étaient extrêmement réticents à l'évaluation. Et c'est humain. C'est humain. Et c'est une des raisons pourquoi que il faut repackager l'idée d'évaluation en état des lieux, en plan de préparation pour la prochaine fois. Mais même à ça, ça va être très, très dur à passer. Merci beaucoup. Peut-être pour le mot de la fin, puisque Richard avait commencé la conversation en demandant quel était votre leader, j'aurais peut-être eu envie de vous poser en terminant la question à savoir si vous avez découvert des nouveaux leaders dans cette gestion pandémique-là ou si il y a des personnes qui se sont particulièrement, selon vous, là, démarquées dans les derniers mois, 2 dernières années, là, en lien avec la pandémie. Je pourrais peut-être intervenir, Marianne. Oui. Oui. Moi, il y a quelqu'un qui m'a beaucoup impressionné. C'est un pharmacien, un pharmacologue espagnol basé à Madrid, qui vient d'ailleurs d'avoir une reconnaissance du gouvernement espagnol pour ce qu'il a fait durant la COVID. Qu'est-ce qu'il a fait durant la COVID? Il avait son compte Twitter et systématiquement, il partageait vraiment tous les données scientifiques comme telles. Et il est d'origine basque, en fait. Il est basé à Madrid maintenant. Mais la façon avec laquelle il le faisait, c'était avec beaucoup, je dirais, d'humilité. C'est un homme remarquable avec beaucoup de... Et je l'ai jamais rencontré, mais c'est certain que si jamais je me retrouve en Espagne un jour, j'essaierai peut-être de le rencontrer. Alors évidemment, c'est plus la communauté hispanophone, là, donc il ratissait très large comme tel. Mais pour moi, ça reprend un peu ce que Joanne disait tout à l'heure, le fait de communiquer, le fait d'être partie prenante à la décision. Lui, il le faisait finalement par rapport à toute une communauté de pratiques, mais ça fonctionnait très bien et je me suis beaucoup servi justement de ces... Alors, à chaque jour, il y avait un tweet de Gorka Uribe qui s'appelle, et c'est vraiment fabuleux. Donc, pour moi, je trouve que ça a permis... Il était un illustre inconnu avant la pandémie, mais actuellement, il est en train d'engranger les prix. Là, je le suis beaucoup, justement. Là, donc, c'est un exemple. Il y a des gens qui émergent comme ça, mais il ne voulait pas émerger nécessairement. Il le faisait parce qu'il se sentait appelé. Il disait c'est important la science. Tout ça. Pas que je m'arrête ici, mais
je trouve que c'est intéressant. C'est des nouveaux leaders, finalement. Marianne, c'est une question aussi que tu posais à Dr. Liu? Oui, ben oui, Je sais pas si elle l'a entendu. Moi, ça va. Moi, ça va. En fait, moi, la personne, c'est pas ici localement, là, mais c'est à l'étranger. Je crois que docteur, il y a Lodi Alikadja, peut-être que les gens qui l'ont vu, c'est le médecin nigérian en santé publique qui a fait, qui était porte-parole sur l'équité vaccinale et qui est aujourd'hui l'envoyé spécial de l'OMS sur l'équité vaccinale pour le monde, mais notamment aussi pour l'Afrique. Elle était, il y a une entrevue écoutée, c'est celle qu'elle a faite à BBC là, où elle était assez claire par rapport à comment l'Afrique a été mise de côté. Elle a fait ça quand l'Omicron est arrivé puis qu'on a fermé les frontières. Puis elle a dit, c'est simple, hein, si la COVID était partie de chez nous, d'Afrique, vous nous auriez embarré, vous auriez tiré la clé dans la mer. Comment c'est on a en fait fait une réponse mondiale qui était au plus fort la poche et où il n'y a jamais eu une bienveillance par rapport aux pays moins nantis. Et je crois que ça va falloir vraiment y réfléchir parce que on voit quand même que ça prolonge le fait qu'il n'y a pas eu d'équité dans les ressources pour combattre la COVID-19. Donc voilà, et moi je suis contente parce que j'étais souvent porte-parole ou amplificateur et j'étais contente que ce soit quelqu'un d'Afrique qui prenne le leadership et qu'elle soit reconnue aujourd'hui, une femme de tête. Donc voilà. Merci. Merci pour le partage. Vraiment, on a beaucoup apprécié, Fanny et moi. Merci beaucoup. Est-ce que Fanny et Marianne, vous allez vous rappeler de ce moment pendant de nombreuses années? Oui, puis on va même en retourner l'écouter. Quel beau moment. Merci infiniment, Fanny, Marianne, mais beaucoup, Dr. Joanniou, d'être encore avec nous dans un grand entretien dans le Living Lab Charlevoix. C'est la deuxième fois qu'on te reçoit, Joanne, et tu es aussi une des mentors de cette cohorte-là. Donc, on aura l'occasion aussi de te revoir bientôt dans une autre session, probablement. On sait que tu es très occupé, tu as plusieurs entrevues à donner bientôt, Joanne, en lien justement avec la tragédie en Ukraine, ce qui se passe. On a bombardé tout récemment un hôpital pédiatrique en Ukraine et ça doit te troubler profondément. On est en pensée avec toi, avec tous les Ukrainiens. Merci beaucoup. Et merci à tout le monde d'être là.